Amateurs de ballon rond, amoureux du football et amoureux de l'Afrique, bonsoir, bienvenue dans After Stade, votre rendez-vous foot. Encore une émission, une grosse heure pour parler ballon rond avec aujourd'hui deux thèmes qui je pense vont beaucoup prêter au débat. D'abord, direction la Côte d'Ivoire avec Didier Drogba, enfin candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Ce n'est plus un secret, du moins c'était un secret de polichinelle, c'est désormais officiel. Didier Drogba sera candidat à la présidence de la FIFA. On va essayer de voir un petit peu quelles sont ses chances, qui pourra le soutenir, qui sera avec lui, qui pourrait être contre lui surtout. Est-ce que Drogba, il a la stature pour être président de la fédération et peut-être plus qu'il sait à l'avenir? Est-ce qu'il n'a pas d'autres ambitions? Ensuite, ça ne vous aura pas échappé, lors de la dernière trêve internationale avec les éliminatoires de la CAN 2021, il y a eu beaucoup de petits faits, beaucoup de petites choses, de petites anecdotes, de petites phrases qui ont été dites, beaucoup de joueurs, de l'indiscipline qui a été signalée. On va revenir, pourquoi est-ce que à chaque fois, c'est au niveau des sections africaines qu'il y a des indisciplines, des écarts de conduite et autres sorties de route qui font qu'on en parle beaucoup plus toujours de l'extra sportif. Ça, c'est pour le menu. Aujourd'hui, j'ai deux consultants de choix. On va faire un plateau classique, duel façon ring de boxe. Terence, Ken, bonjour Terence. Bonjour Mansour. Ravi de t'avoir à nouveau parmi nous. Ouais, ça faisait un petit moment. Hein. Ouais, c'était un plaisir de revenir sur Stade Afrique. Tu n'étais pas suspendu comme certains gars qu'on va voir. Hein. C'était juste que le calendrier faisait que tu avais des impératifs. Et notre autre consultant, Alioune Ndiaye. Bonjour Alioune. Bonsoir Mansour, bonsoir Terence. Ravi de t'avoir à nouveau parmi nous. Par contre, s'il y a un combat, je vais pas forfait. Allez, je peux pas, je ne l'affronterai pas. Alors là, messieurs, je disais en introduction, Didier Drogba donc, sera candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. On savait que c'était dans l'air du temps, voilà, ça allait se faire, c'était juste une question de temps. Maintenant, c'est officiel. Quelque part, Terence, c'est la suite logique, non, des choses? Oui, c'est la suite logique des choses. Didier Drogba, il a eu une grosse carrière. Didier Drogba, c'est une légende en Côte d'Ivoire. Mais après, Didier Drogba, sur le papier, en tant que candidat à la présidence au poste de président de la Fédération ivoirienne de football, ça fait rêver. Mais on voit qu'il y a aussi d'autres critères aussi que Didier Drogba n'a pas, d'autres qualités. On va les évoquer tout au long de l'émission. Aline, vous attendez aussi, non, à cette... Je m'y attendais que peut-être qu'il s'implique pour son pays, mais je ne pensais pas qu'il allait briguer aussitôt une place de président, parce que le poste de président de la fédération, c'est le poste le plus important dans le pays, dans l'institution du football. Donc je ne m'attendais pas tout de suite, surtout après avoir fait une retraite dernièrement, briguer ce poste-là pour le moment. Donc, du coup, en termes de timing, c'est le bon timing, c'est trop tôt, c'est pas assez tôt, parce qu'en plus, on rappelle qu'on ne sait pas encore quand auront lieu ces élections à la présidence de la fédération. Moi, je pense qu'en termes de timing, c'est peut-être un peu précoce pour Didier Drogba. Ça fait à peine 1 an qu'il a raccroché les crampons officiellement et tout de suite se lancer dans une aventure comme ça, comme briguer la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Après, ce qu'on peut dire, on ne remet pas en cause les qualités de Didier Drogba en tant que Didier Drogba. C'est un grand professionnel, il connaît le monde du football, mais il faut comprendre qu'au niveau des fédérations africaines de football, c'est assez particulier. J'aimerais même dire que les fédérations africaines de football fonctionnent un peu comme des sectes et de sortes d'entre-soi. Et le problème de Didier Drogba aujourd'hui, ça va... Pour moi, c'est un peu son expérience. Parce que quand on regarde les 3 derniers présidents de la Fédération ivoirienne de football, on prend Jacques Anouma, Seydou Dioune, les 3 derniers présidents. Sidi Diallo. C'est des gens qui ont occupé des postes de responsabilité à des niveaux divers au sein des arcanes décisionnels du football ivoirien. Mais ce qui n'est pas le cas de Didier Drogba, qui entame pour moi une autre carrière après avoir accroché les crampons, puisqu'aujourd'hui on sait que c'est lui et Samuel Eto'o, notamment, travaillent avec le président de la Confédération africaine de football, mais à sa décharge, on peut aussi ajouter que les mauvais résultats d'Augustin Sidi Diallo peuvent aussi jouer en faveur de Didier Drogba, parce que quand même les éléphants de Côte d'Ivoire aujourd'hui ils ont raté pratiquement 2 éditions de Coupe d'Afrique. Quand je parle de raté, c'est-à-dire qu'en 2017 au Gabon ils ont été éliminés au premier tour, en 2019 ils sont sortis en quart de finale par le futur vainqueur, l'Algérie. La Côte d'Ivoire nous avait habitués à participer à la Coupe du Monde. Les 3 dernières éditions de la Coupe, ils ont participé en 2006, en 2010, en 2014 et en 2018, il n'était pas. Donc c'est un coup de mou. Au niveau des clubs ivoiriens aussi, aujourd'hui, les clubs ivoiriens ne jouent plus les premiers rôles en Coupe d'Afrique des clubs. Donc je pense que c'est autant de raisons qui peuvent évidemment jouer pour Didier Drogba, mais en face de lui, il a quand même un candidat assez redoutable et quelqu'un qui connaît un peu le monde du football. Oui, mais alors justement, quand on dit que c'est peut-être trop tôt, est-ce que justement, c'est pas ce temps qui va lui permettre d'aller rencontrer les présidents de clubs, d'aller tâter le terrain, voir un petit peu ce qui se passe et se faire au moins,
il n'aura certes pas l'expérience de certains de ces autres challengers, mais au moins de voir comment ça se passe, prendre le pouls. Également, oui. Je suis plus ou moins d'accord avec ce qu'a pu dire Terence, que l'expérience, le manque d'expérience peut-être de Didier Drogba peut le desservir, mais ça peut être aussi une qualité. Le fait qu'il s'intéresse réellement et qu'il puisse, parce qu'on l'a, ce qu'il a pu faire, rencontrer les clubs les présidents de clubs de Détroit, il va rencontrer ceux également de première division et de deuxième division également. Et pour moi, c'est déjà bien déjà pour commencer qu'il s'implique dans la fonction qu'il cherche à avoir. Et surtout la différence d'un Augustin Sidi Diallo ou des anciens présidents qu'ils ont pu avoir, c'est qu'il il va pas chercher l'enrichissement personnel. Didier Drogba est déjà riche. Tout à fait. Didier Drogba a déjà ce qu'il a. C'est pas avec les revenus de président qui va faire la richesse. Alors que le souci aujourd'hui des présidents des fédérations africaines, c'est souvent l'enrichissement personnel qui passe au premier plan et qu'on oublie forcément le plus important, la sélection. Et également le foot ivoirien, le foot local en particulier, comme a pu le dire Terence, les championnats sont à la dérive. Hein, tout court, en Afrique subsaharienne, c'est pas propre à la Côte d'Ivoire. On peut faire même le parallèle avec le Sénégal ou d'autres pays où les championnats locaux ne sont pas assez mis en avant, parce que si on souhaite qu'on puisse former nos joueurs, il faut que nos jeunes puissent jouer chez nous. Et le souci, je pense, c'est le plus gros défi que Didier Drogba aura, déjà de convaincre les présidents de club. On a pu voir que c'est pas si simple. Hein. On peut comparer cette candidature à celle d'Amdi Faye, qui a pu faire ça au Sénégal, qui était entouré, mais qui est forcément, à l'arrivée, comme a pu le dire Terence, ça reste une secte, ça reste des personnes qui sont toujours du même moule, qui viennent tous du même monde, et que malheureusement, on sait tous qu'il y a forcément des avantages qui sont donnés à d'autres. Et au final, Didier Drogba devra soit se plier à ces coutumes-là, ou, au pire des cas, changer totalement, bouleverser le football ivoirien en général. C'est ça le plus dur. Je pense qu'Alioune vient de résumer parfaitement la situation. Il faut dire que les présidents des clubs, quand Drogba va les rencontrer, ils respectent Didier Drogba, ils respectent sa carrière. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils sont prêts à faire un saut mental en votant Didier Drogba? Parce qu'aujourd'hui, si Didier Drogba se montre trop ambitieux, trop exigeant, ce sont des gens qui sont dans un certain confort. Didier Drogba, lorsqu'il était joueur de football, il côtoyait le président de la fédération ivoirienne de football. Il ne côtoyait pas ceux qui gravitaient autour du football ivoirien. Donc c'est ça aussi. Je me rappelle encore, avant de faire cette émission, il y a un ancien candidat à une élection d'une fédération dont je vais taire le nom, qui me disait, moi j'ai proposé plusieurs choses aux présidents des clubs. Donc les présidents des clubs, les arbitres, en tout cas le collège électoral, il a proposé beaucoup de choses et il s'est rendu compte qu'à la dernière minute, ce qui s'était dit, c'est pas ce qui est arrivé, ils ont voté quelqu'un d'autre. C'est comme je dis, ça fonctionne vraiment en secte. Mais je dis que Didier Drogba, on ne remet pas en cause ici les qualités de l'homme, mais c'est plutôt l'environnement qui pourra peut-être jouer en sa défaveur et son expérience aussi. Alors pour parler de l'environnement, en tout cas, on est parti prendre la température du côté d'Abidjan, voir si le grand public, les supporters étaient plutôt pour ou contre une candidature. On regarde ce petit micro-trottoir réalisé par notre correspondant Berchel Crissani et puis on revient en plateau. Ce qui est sûr, c'est que je l'ai vu arriver avec une certaine motivation, avec un projet. Rien que ça, c'est intéressant, ça amène beaucoup au débat. Il est assez rare que les débats pour la fédération soient ponctués de propositions, de vrais débats et pas seulement de personnes, de vrais débats avec des propositions, avec un contenu. Rien que ça, je pense que ça peut apporter au débat fédéral et apporter à la fédération, quel que soit le président qui sera élu après. Laissons se faire l'élection. L'élection est toujours particulière. Les élections fédérales, c'est toujours particulier. Il faut laisser les gens voter. Il ne faut pas voter d'avance. Il ne faut pas imaginer tout de suite, c'est Drogba donc il va être élu. Laissons faire les élections, on ne sait pas quand d'ailleurs, on verra quand elles se feront. Et puis d'ici là, beaucoup de gens auront parlé, se seront parlé. Peut-être que tout le monde se mettra d'accord sur un projet commun, on verra. Tout est imaginable. Drogba, il peut assumer. Parce qu'il a côtoyé beaucoup de clubs, de grands clubs, donc
n'y a pas de problème. Avec son expérience, il peut apporter un plus. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait cet engouement, qu'il y ait cette passion. Et puis de plus en plus, ça devient une tendance, je veux dire, des anciens joueurs qui veulent prendre les devants. Non, ce n'est pas une mauvaise chose pour moi. C'est une prise de responsabilité à un moment donné. Il a été joueur, il était capitaine de cette sélection-là. Il a montré ce qu'il savait faire sur un terrain de foot. Après, qu'est-ce qu'il est capable d'apporter au football ivoirien? C'est là toute la question. Pour moi, le plus important, c'est de trouver le projet idéal, celui qui va nous permettre, n'est-ce pas, de rendre nos clubs beaucoup plus compétitifs, aussi bien dans le championnat, mais aussi sur la scène africaine. Je pense que ça serait une bonne affaire pour la Côte d'Ivoire, vu que le plan sportif, on a besoin encore de renouveler le sport ivoirien, de relever des défis, d'autres défis pour les compétitions à venir. Je pense que ça serait une bonne affaire pour le sport. Voilà, beaucoup de choses qui ont été dites dans ce petit micro-trottoir. On va d'ailleurs, Philippe Doucet dit un petit peu la même chose que vous, Terence, c'est le côté Drogba, tout aussi grand qu'il est, tout aussi populaire qu'il est, quand il y aura les élections, c'est pas dit qu'il passe. Non, ça ne veut pas dire qu'il passe. On a l'expérience camerounaise, on a Joseph-Antoine Bell que tout le monde connaît. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'engouement, une ancienne gloire aujourd'hui. Ça ne peut pas faire de quelqu'un un président de fédération. Donc moi je dis qu'il y a un contexte qui est ivoirien, il y a un environnement qui est là. Et puis à Didier Drogba aussi de pouvoir s'adapter à cet environnement, de montrer aux présidents des clubs et toutes les composantes du football ivoirien qu'aujourd'hui, même s'il n'a pas l'expérience dans la gestion de la chose footballistique ivoirienne que ses prédécesseurs, il a Didier Drogba, il a une certaine carrière, il a une certaine expérience qui peut mettre évidemment au service du football ivoirien. Aussi, un des intervenants parlait d'une chose qui est très importante, c'est le projet. Là aussi, est-ce que justement Drogba, ça peut pas être l'homme du renouveau un petit peu parce que le football ivoirien est un petit peu en train au ralenti? Oui, l'homme du renouveau. Mais après, faut savoir aussi que Didier Drogba, quand il va se présenter donc face au président de club, qu'est-ce qu'il va leur apporter? C'est ça la question, parce que c'est l'intérêt au final. On vote aujourd'hui les élections, quand il y a des élections, notamment quand il y a des élections aussi fermées dans un conglomérat comme on peut connaître dans les fédérations, on apporte quelque chose à quelqu'un, c'est du gagnant-gagnant. Je vote pour toi, mais qu'est-ce que tu m'apportes en retour? L'avantage peut-être de Didier Drogba, c'est que là, il est dans le sillage de la CAF. Il est ambassadeur. Il est ambassadeur de la CAF. Il a plus ou moins un poste également à la FIFA. Donc Infantino et Ahmad, qu'est-ce qu'ils peuvent lui apporter pour le football ivoirien? C'est ça. Mais après, moi je prends en termes tout bêtement, par exemple, de sponsoring d'annonceurs et autres. Quand on va négocier et qu'en face de soi on a Didier Drogba, avec tout ce qu'il incarne, est-ce que ce n'est pas un avantage? Est-ce que même ce ne serait pas bénéfique pour la fédération et le football ivoirien? C'est sûr, comme j'ai pu te le dire tout à l'heure, l'enrichissement personnel. Forcément, comme tu parles de contrats, il y a forcément des contrats qui sont des fois sous-évalués ou surévalués par rapport à d'autres personnes, dès lors qu'en face de toi, tu as une personne qui est de connivence avec toi. Là, Didier Drogba, l'avantage de Didier Drogba, c'est que lui, sa poche est déjà pleine. Je pense pas qu'il va chercher à grappiller des broutilles à droite à gauche. Et également, il pourra, de sa position d'ancien joueur et également d'ambassadeur privilégié de Puma, peut-être également pouvoir renégocier d'une manière différente les accords qui sont déjà en place, à l'issue des contrats, et surtout le renouveau de Sidi Diallo. Sidi Diallo, ça fait combien de temps qu'il est là? Le peuple ivoirien réclame sa tête depuis un certain moment, il est contesté depuis très longtemps, exact. Mais il était déjà contesté avant les précédentes élections. Il a quand même été élu, il repasse à chaque fois. Donc au final, c'est souvent le même problème. On a également le même problème au Sénégal. Augustin Senghor a été contesté à maintes reprises. Et dès lors qu'il y a eu des élections, même on a pu avoir Aladi Diouf, Hamdi Faye et plein d'autres personnes qui ont fait un regroupement pour pouvoir déloger Augustin Senghor, mais c'est lui qui passe. C'est toujours la même chose au final, c'est déjà préparé d'avance, c'est des élections, comme a pu le dire Philippe Doucet. C'est que des élections d'une fédération ne peuvent pas se gagner d'avance. Non. C'est à l'issue des résultats qu'on pourra savoir qui a gagné et qui, parce qu'il y a forcément des tractations, mais qui nous dépassent totalement qu'on peut dire. Alors justement là, il y a les rouages des fédérations, les rouages de la fédération ivoirienne de football notamment, parce qu'aussi il y a des luttes en interne dedans. Est-ce que Drogba sera assez armé pour ça? Et surtout, est-ce que seul il pourra y arriver à un moment donné? Il faudra qu'il s'entoure.
Non, Didier Drogba il peut pas arriver, même s'il a été joueur, il a été de l'autre côté. Mais aujourd'hui, il se retrouve dans la peau de celui qui veut diriger le football ivoirien. Il sera obligé, évidemment, de composer avec certaines personnes qui sont dans le sérail, certains membres du sérail qui sont dans la gestion de la chose footballistique en Côte d'Ivoire. Je pense qu'aujourd'hui, on ne remet pas en cause, véritablement, comme le dit Alioune, on ne remet pas en cause les qualités de Didier Drogba. C'est le contexte. Mais c'est plutôt le contexte et l'environnement qui ces choses-là peuvent s'avérer plus ou moins hostiles à cause de son inexpérience. Oui. Parce qu'aujourd'hui, Didier Drogba, s'il échoue, ce que je ne lui souhaite pas, s'il échouait, par exemple, il n'arrivait pas à devenir président de la Fédération ivoirienne de football, Didier Drogba, aujourd'hui, a intérêt à s'investir autrement dans le football ivoirien. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il persévère, qu'il refasse encore peut-être une élection, une autre, jusqu'au jour où ça va passer? Oui, parce qu'aussi, on reproche souvent aux anciens internationaux africains de ne pas venir s'investir localement. On leur reproche souvent d'être consultants sur des grandes chaînes européennes, etc. Qui fait ce reproche-là, c'est Noël Le Graët. Et d'autres. Mais voilà. Moi, j'aurais souhaité que Didier Drogba, aujourd'hui, prenne un projet. Mais est-ce que, par exemple, supposons qu'on on sait qu'il y avait beaucoup d'anciens internationaux ivoiriens qui étaient aussi intéressés pour venir briguer des postes à la Fédération ivoirienne. Est-ce que, justement, ce ne serait pas l'occasion avec Drogba de venir prendre beaucoup d'anciens et hop, faire impulser une nouvelle dynamique? Pas forcément de s'entourer uniquement d'anciens joueurs, mais en tout cas, il faudra qu'il ait une équipe solide, et forcément, il sera obligé de s'appuyer sur l'ancienne fédération, sur certaines personnes de l'ancienne fédération. Après, forcément, il y a des têtes qui seront coupées, s'il devait prendre la place, mais en tout cas, il est sûr et certain qu'il doit s'entourer. Peut-être de joueurs. J'ai vu également que Bonaventure Kalou également envisageait peut-être, il y avait également envisage également de se présenter. C'est là qu'il peut avoir des candidatures regroupées. Au lieu de faire chacun, parce qu'au final, ils veulent la même chose, je pense. Ils veulent la même chose, ils veulent que le football ivoirien puisse ressortir de ses problèmes et qu'il puisse également être aux yeux de tout le monde, que ce soit la sélection, mais également les championnats locaux, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de la sélection quand on parle de fédération, mais il ne faut pas oublier que la chose la plus importante aujourd'hui pour le football africain, si on veut s'en sortir de nos problèmes, c'est déjà de mettre de la discipline, à tous les niveaux, parce que l'institution, la fédération, c'est l'institution, c'est lui qui, c'est l'organe qui va infuser la discipline, mais également au-delà de la discipline, il faut une fédération qui va chercher à bonifier son championnat local pour pouvoir rayonner déjà dans l'Afrique. Avant de parler de sélection, il faut que nos joueurs puissent jouer et puissent être formés dans nos pays, avant de dire qu'ils vont partir à l'étranger ou autre chose. Alors, avant Drogba, il y a quand même eu d'autres exemples de présidents, d'anciens joueurs qui sont devenus des présidents de fédération. Je pense notamment à Kalusha Boualia avec la Zambie. C'est pas mal. Oui, c'est des exemples pas sûrs. Après, justement, est-ce que c'est pas ça qui va susciter des vocations, d'autres venir se dire, ah ben tiens, pourquoi pas moi aussi venir à ma petite échelle, venir apporter ma contribution? C'est tout à fait logique, mais Mansour, le monde... Ou peut-être je suis utopiste, je ne sais pas. Non, je ne suis pas utopique, je pense que je suis plutôt réaliste. Être une ancienne gloire n'a jamais été un gage de réussite. Je ne dis pas que c'est un gage de réussite, mais je dis que ça peut susciter des vocations. Oui, ça peut susciter des évocations, mais comme je te dis, aujourd'hui, dans ces environnements, dans le contexte ivoirien, Didier Drogba, aujourd'hui, en tant que Didier Drogba, ça me paraît compliqué, voire difficile de voir Didier Drogba emporter la mise face quand même à un candidat redoutable qui est dans les arcanes du football ivoirien depuis près d'une vingtaine d'années. Pour moi, aujourd'hui, Didier Drogba, j'aurais souhaité que Didier Drogba puisse investir dans un projet de développement du football ivoirien, faire ses preuves là-dedans, parce que tous les présidents de fédérations ivoiriennes, ils ne sont pas débarqués comme ça, ils ne sortent pas de nulle part. C'est des gens qui sont dans le sérail, c'est des gens qui tissent leur réseau, c'est des gens qui font une renommée, et ils arrivent et ils deviennent présidents de la fédération ivoirienne de football. Mais alors qu'aujourd'hui, Didier Drogba, ce qu'il a, c'est juste son aura. C'était Didier Drogba, le grand joueur. Donc, ça veut dire mais est-ce que c'est suffisant? Il lui manque quoi? Le côté animal politique, c'est ça? C'est ça, le côté animal politique, parce que c'est de la politique. C'est du réseautage. Du réseautage, c'est de la politique qui fait, en tant que président de fédération, c'est un politicien. Et comme a pu le dire Terence, son aura de joueur, c'est très bien pour le peuple. On a pu le voir dans les témoignages, tous sont enthousiastes que Didier Drogba, et ils pensent également que Didier Drogba puisse apporter sa pierre à l'édifice. Mais c'est tout autre chose, excusez-moi. C'est dur à dire, tout autre chose. Tout autre chose, c'est clair que d'être joueur et d'être un très bon buteur et d'avoir fait ce qu'il a fait dans sa carrière,
C'est déjà très bien ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, mais c'est notre carrière qui commence. Donc on remet les compteurs à zéro et on oublie qui il est. Tout à fait. Et c'est là le plus dur. Mais après, moi, je vous prends un autre exemple encore. Bon, là, j'extrapole, mais quand on prend Georges Weah, tu aurais pensé que Georges Weah, très grand buteur, ballon d'or, deviendrait président de la République du Libéria. Est-ce que quelque part aussi, imaginons, c'est pas ce genre de destin-là qui attend Didier Drogba? Est-ce que derrière pourquoi pas? Non, sincèrement. Quand on voit que Drogba, ça a quand même été, entre guillemets, je vous dis par exemple, voilà, on se souvient quand même de ces images, Drogba et toute l'équipe du Nigeria, de la Côte d'Ivoire dans le vestiaire en train de demander aux gens pardon, réconciliation. Vous dire, la réconciliation en Côte d'Ivoire, ça passe aussi par Drogba, c'est une des figures de cette réconciliation-là. Quand on a cette stature-là, cette aura-là, est-ce que ça ne peut pas vous emmener plus haut? Oui, non, mais je suis d'accord avec toi dessus. Hein. C'est que il y a des étapes. Déjà, il s'engage pour son pays dans le football. Et après, il y a d'autres postes qui peuvent briller par la suite. Après, c'est comme une fusée, il y a plusieurs étages. Exactement. Après, pour faire le parallèle avec Georges Weah a persévéré également. Il a perdu d'abord une première élection, il l'a gagné par la suite. Ouais. Attendons son bilan, attendons la fin de son mandat pour faire le bilan par la suite sur ce qu'il fait est bien ou ce qu'il a fait de bien et ce qu'il a fait de mal. Mais ce qui est sûr, c'est que de fait de sa stature et également de ce qu'il a pu faire pour la sélection ivoirienne, également pour le pays, la paix également est passée par le football en Côte d'Ivoire. Ça réunit deux peuples, ça réunit un peuple en un seul, et surtout tous les problèmes qu'il y a pu voir en Côte d'Ivoire, c'est ces personnes-là, que ce soit Didier Zokora, Didier Drogba, Aruna Dindan, toutes ces personnes-là qui ont œuvré pour la paix. Donc c'est peut-être une suite logique également qu'il ait une stature d'homme politique, comme on pouvait en parler avec Laurent Leleu juste avant en backstage. C'est que la différence de Samuel Eto'o et de Didier Drogba, c'est que Samuel Eto'o, lui, il est clivant déjà pour commencer, parle à l'Afrique, alors que Didier Drogba parle au monde. Ouais, il te parle au monde aussi. Il a une stature. Il te parle au monde aussi. Qui est Eto'o? Oui. Eto'o, il est recentré souvent sur l'Afrique. On l'a pu voir même juste après le Ballon d'Or. Non, lui, c'est recentré sur l'Afrique. Il parle beaucoup à l'Afrique, oui. Eto'o. Il parle à l'Europe parce que c'est là-bas où aujourd'hui on l'interroge le plus, et surtout où on va dire qu'il est moins clivant, parce qu'au Cameroun, c'est soit on l'aime, soit on le déteste. Ouais. Et la différence, c'est ça. C'est que déjà, Didier Drogba, de fait de sa stature, et également du fait de sa personne, sa personnalité, c'est une personnalité plus lisse. Il est déjà plus lisse, il est plus politisé, il est moins clivant. Mis à part les supporters de l'Olympique de Marseille qui ont encore des grèves contre lui, parce qu'il n'est jamais revenu, pas beaucoup de personnes vous parlent en mal de Didier Drogba. Et c'est déjà bien d'avoir une bonne aura et surtout d'être respecté dans le monde du football. Bon, Terence, vous êtes moins enthousiaste sur l'idée de la suite pour Didier Drogba? Non, mais la suite, non, mais Mansour, moi je pense que l'environnement et le fonctionnement du Libéria et de la Côte d'Ivoire sont quand même à l'opposé en termes de politique. Didier Drogba aujourd'hui peut prétendre à occuper des postes politiques, il peut devenir maire, député, mais de là à voir Didier Drogba président de la République en Côte d'Ivoire. Non, je dis pas forcément, mais je dis avoir un gros rôle. Oui, un gros rôle, oui, ça c'est tout à fait possible. Mais après, comme je dis, il faut qu'il fasse sa bouteille, comme on dit. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, il s'investisse plus vraiment dans le pays, comme il est en train de le faire. Parce que tout est une question de réseau. C'est-à-dire que tu viens pas en tant que... Oui, c'est Didier Drogba, j'étais international, mais ça ne suffit pas en Afrique pour obtenir quoi que ce soit. Il faut plutôt qu'il fasse ses preuves sur le terrain. Et non, moi, franchement... Mais là, il est en train de le préparer. Oui, là, il est en train de le préparer. On rigole, mais franchement, supposons, demain, élection présidentielle en Côte d'Ivoire, Drogba candidat. Vous ne pensez pas qu'il va faire un certain pourcentage? Sincèrement. Mais c'est Didier Drogba, tu remercies déjà la personne qui est. Terence, sincèrement, vous ne pensez pas qu'il va faire un pourcentage? Je ne sais pas. 0,0. Non. Moi, je dirais un pourcentage à 2 chiffres, au moins. Non, je crois que... Parce que la stature, parce que l'aura. Parce qu'à un moment donné, les gens veulent voir autre chose aussi. Oui, mais l'aura, mais Mansour... Tous ceux qui vont à l'élection présidentielle, c'est pas ceux qui sont au stade Félix Houphouët-Boigny, hein. Ils l'ignoreront pas, quoi. Donc, oui, c'est vrai, mais non, mais je reste quand même sceptique sur tout ça. Ça reste quand même la Côte d'Ivoire, c'est pas le Libéria. Oui, c'est un grand pays. Ouais, c'est un grand pays. On est d'accord. Voilà, on est d'accord, mais il ne faut pas oublier que le football est l'optimum du peuple. Exactement. Il y a beaucoup de choses qui passent par le football quand même. A réussi à unir un peuple, déjà pour commencer, mais surtout la gloire qu'il a été en Côte d'Ivoire. C'est pas n'importe qui. Drogba, c'est le joueur ivoirien. Moi, j'ai vu des chefs d'État payer la population pour venir les acclamer sur la route. Drogba, c'est la population qui sort toute seule.
Ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il ne veut pas se mouiller. Bon, en tout cas, c'était tout pour la partie sur Drogba. Donc, Drogba, il y a encore du boulot, il y a du réseau à faire. Faut rentrer dans les rouages de la Fédération ivoirienne de football. En tout cas, on va suivre ça. On va voir un petit peu ce qu'il en est. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie. On va parler de l'indiscipline dans les sélections. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. À tout de suite. After Stade, deuxième partie, toujours accompagné de Terence Ken et Aliou Ndiaye. Première partie, on a parlé de Didier Drogba et de ses ambitions à la tête de la Fédération ivoirienne. Maintenant, on va parler d'un sujet beaucoup plus d'actualité, beaucoup plus dans l'air du temps, mais surtout qui revient franchement régulièrement. Ce sont toutes ces dérives, ces petits laissés-aller, ces petits passe-droits au sein des sections africaines. Pas un rassemblement, pas une trêve internationale sans ces petits faits divers. Dernier fait en date, ces 4 joueurs du Botswana qui ont été exclus pour ivresse. Récemment encore, Vaïd Halilhodžić, c'est dur à dire ça aussi. Hein. Halilhodžić. Ou Vaïd, coach Vaïd. Coach Vaïd, ouais. Coach Vaïd, je veux dire ça, c'est plus facile à dire. Coach Vaïd, qui s'en est pris ouvertement à 2 joueurs, notamment en parlant de leur caractère, leur attitude lorsqu'ils ne jouent pas, leur attitude lorsqu'ils sont titulaires et quand ils veulent rentrer en club. D'ailleurs, on va écouter coach Vaïd Halilhodžić nous parler de Amenarit et Abdelrazak Hamdallah. Après, on revient juste en plateau pour débattre sur tout ça. Amenarit, c'est tout simplement, il avait occasion, il a joué. Je n'étais pas satisfait de son présentation, ni sur le terrain, ni sur le plan tactique, technique, et ni engagement. Et plus Harit, il est depuis quelques années à l'équipe nationale, ses statistiques ne sont pas encore bonnes. Ça veut dire Harit, il n'a pas encore rien montré, il n'a pas encore marqué comme ça. Ça veut dire, il faut donner occasion peut-être d'autres comme ça. Deuxième chose, qui aussi, il a pesé sur ma décision. 2 fois, il était là. Quand il ne joue pas, Harit, il fait tout pour rentrer dans son club. Ça veut dire qu'il est intéressé que quand il joue. Et moi, je ne peux pas donner à personne garantie qu'il sera titulaire pour jouer. Il faut respecter l'équipe un petit peu nationale. Et troisième chose, il faut un règlement intérieur qu'il était bien installé. Il faut que l'équipe nationale trouve un petit peu plus d'unité. Et c'est ça le joueur, ils doivent un petit peu respecter vis-à-vis des choses. C'est leur égoïsme, il faut un petit peu mettre en bas. Seule chose, c'est l'équipe nationale, et ça c'est honneur et crédibilité équipe nationale, personne ne l'a pas de toucher. Et seule vedette, c'est l'équipe nationale. Tous les autres, ils doivent un petit peu respecter. Vous savez, ces garçons, depuis que je suis arrivé, il se passait toujours quelque chose à cause de lui. Je dis franchement et honnêtement, je pensais c'est lui. Parce qu'il ne faut pas mensonge de dire, c'est lui. J'étais à côté du téléphone, que j'ai appelé, il a dit, je ne veux pas venir. Après son frère qui m'a appelé pour dire, il s'est excusé, il veut venir, comme ça. Je l'ai mis sur la liste. Mais tout, qu'est-ce qui se passe à cause de lui? Comme je dis, l'équipe, aujourd'hui, a besoin de sérénité, exemplarité. Coach Vaïd, il est toujours sans filtre, c'est ça qui est bien avec lui. Alors, là, on a pris l'exemple de Coach Vaïd parce qu'il s'est lâché en conférence de presse pour parler de Amenarit et Abdelrazak Hamdallah. Mais il dit des choses intéressantes, d'ailleurs, qu'on retrouve dans beaucoup de sélections. Ce sont souvent ces joueurs qui, quand ils ne jouent pas tout d'un coup, ils sont beaucoup moins intéressés, ils veulent rentrer plutôt en club, ou alors ils ne sont pas contents parce qu'ils ne sont pas titulaires. Terence, vous venez d'une section, vous suivez une section qui est le Gabon. Ça, pour vous, il n'y a rien de nouveau. Non, il n'y a rien de nouveau. Et je suis très content de voir coach Vaïd, comme Aliou l'a appelé, on l'appelait ainsi, coach Vaïd, parler avec autant de sincérité. Et il a quand même parlé de certains mots. Il a parlé de discipline, il a parlé de fierté, il a parlé d'égoïsme. Et moi, je pense que nos joueurs sont un peu égoïstes. C'est-à-dire que quand ils sont en club en Europe, il y a des règles qui sont établies. Tu arrives en retard, tu payes tant. On a vu récemment Frank Lampard à Chelsea qui a publié une sorte de charte des amendes. La liste des amendes. Par contre, lui, il est malade, lui.
ça fait flipper. Donc on a... Oui, mais ça fait son effet. Ouais, ça fait son effet, on est d'accord. Après, là, je pense que c'est plus un symbole qu'autre chose. Mais je suis d'accord avec toi sur la discipline. Il y a des choses qui doivent être mises en place. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de laisser-aller que déjà dans les sélections, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça. Il y a un adage en Afrique qui dit CCA, que j'ai vu dans Blood Diamond, c'est ça l'Afrique. On sait tous comment ça se passe. Les mecs, que ce soit les joueurs, les entraîneurs ou même les personnes qui gravitent autour de la fédération, c'est toujours le même bordel. Quand on voit que dans une compétition comme la Coupe du Monde, on voit toutes les personnes que la fédération ramène déjà, comment on peut instaurer de la discipline quand le groupe, il y a 40 000 personnes qui est autour du groupe, que ce soit les amis de telle personne, toutes ces choses-là doivent être insufflées par les fédérations. On a tellement des fédérations si faibles qu'au final, on ne peut pas travailler. Après, c'est ce que dit coach Vaïd, c'est très simple. Et il y a 2 mots que j'ai retenus, exemplarité et sérénité. Aujourd'hui, si on veut créer quelque chose en Afrique, travailler pour qu'on puisse avoir un meilleur niveau, parce que ça passera sur la discipline. Exact. Le fait qu'on ne soit pas discipliné, que ce soit au niveau des primes, qu'on soit au niveau des rassemblements, les forfaits toujours des forfaits en batterie dans tous les pays, alors que c'est des matchs amicaux et que c'est pas des matchs qui nous intéressent. On joue un match sur 2, au final on fait passer son club avant sa sélection, et encore. Il fut un temps, je me rappellerai toujours, il y avait les matchs de juin, la sélection sénégalaise, il y avait 2 joueurs qui manquaient toujours. Et on savait où ils étaient, 2 ou 3 joueurs, ils étaient où? Ils étaient à Miami. Et ils disaient qu'ils étaient blessés. Faut pas dire de nom. Ils disaient qu'ils étaient blessés. Mais au final, on sait tout comment ça se passe. Alors, du coup, ça veut dire qu'on blâme, entre guillemets, l'attitude des joueurs, mais c'est parce que les instances, les fédérations ne sont pas assez fortes, assez strictes. Moi, je pense que on a résumé, les joueurs profitent, permettez-moi l'expression, du bordel ambiant qui est autour de ces équipes nationales-là. Moi, je crois que si un joueur aujourd'hui, pour moi, les joueurs sont peut-être fautifs parce qu'ils se laissent aussi aller avec ce bordel-là. Mais si on arrive à un endroit, si on est président d'une fédération, on gère une équipe nationale, je vais prendre le cas du Gabon, un exemple patent, Pierre-Emerick Aubameyang aujourd'hui qui a fait son mea culpa il y a quelques jours. Mais Pierre-Emerick Aubameyang, aujourd'hui, quand il vient en sélection, il traîne toute sa famille, il traîne ses frères qui montent dans l'avion réservé à l'équipe nationale. C'est autant de petites choses. Il se permet en équipe nationale de porter le survêt d'Arsenal. C'est autant de petites choses qui peuvent aussi, d'autres joueurs peuvent dire, mais Pierre-Emerick, il a droit à ceci, moi aussi j'ai droit à cela. Donc moi, je crois que les fédérations, ceux qui gèrent le football en Afrique, doivent faire preuve d'une certaine discipline. Édicter des chartes, c'est bien, c'est vraiment bien. Une charte, on la met, elle est là, tout le monde signe la charte. Mais en termes d'exemplarité, ceux qui gèrent le football doivent d'abord faire preuve d'une certaine exemplarité. Parce que ces joueurs-là, ils n'ont pas le même comportement dans leur club. Parce que les choses sont carrées, les choses sont centrées et les institutions sont fortes. Mais malheureusement, nos institutions sont faibles parce qu'on a des gens qui sont aussi faibles. Alors ça tombe bien, Terence, vous parlez de chartes et d'instances plus fortes, parce qu'on a justement pris l'exemple du Gabon. Le Gabon qui est en train de mettre en place une nouvelle charte que les joueurs devront signer, maintenant ratifier et la respecter. Donc sans doute qu'on ne verra plus Aubameyang avec le maillot d'Arsenal prochainement. D'ailleurs, Pierre-Emerick Mbok-Batassi, pas Pierre-Emerick, mais Pierre-Emerick Mbok-Batassi s'est intéressé à ce sujet-là. Il a fait un petit reportage, on l'écoute juste après ça. Bientôt, les joueurs de l'équipe nationale de football du Gabon devront parapher une charte comportant leurs droits et devoirs avant de s'engager à défendre les couleurs du drapeau vert-jaune-bleu lors des compétitions internationales. Le document y afférent, rédigé par les soins de la Direction générale des sports, la Fédération gabonaise de football et l'Association nationale des footballeurs professionnels, vient d'être présenté au ministre des Sports, Franck Nguema. La séance de travail a porté sur la signature de la charte du joueur international et le règlement intérieur qui accompagne cette charte. Au moment de signer, l'association des footballeurs représentant donc les footballeurs professionnels a émis un souhait, c'est celui de faire en sorte que les joueurs prennent connaissance de la charte avant de la signer, quand bien même ces mêmes joueurs avaient signé une correspondance mandatant justement cette association à agir en leur nom. Ce n'est pas la Fédération gabonaise de football qui a inventé cette charte, ça existe dans toutes les sélections nationales et d'ailleurs même dans les clubs, des clubs professionnels, des clubs bien structurés.
La charte définit les obligations du joueur et en même temps aussi ses devoirs et ses avantages. La finalisation et la signature de ce document, très attendu depuis plus de 4 ans par les joueurs professionnels, interviendra certainement quelques semaines ou quelques jours après les rencontres que les Panthères du Gabon devront livrer les 14 et 17 novembre prochains, respectivement contre la RDC et l'Angola, dans le cadre des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Donc voilà, c'est celui de Pierre-Éric Mbok-Batassi. On va faire juste un petit topo sur le Gabon parce qu'en plus, je pense que c'est un modèle qu'on peut exporter partout après sur le reste de l'Afrique. Est-ce que juste venir faire une charte, la faire signer par les joueurs, c'est gage qu'on va l'appliquer? Franchement, personne n'est dupe. Non, mais désolé, mais ça c'est de la poudre de perles de communication. C'est de la com. On peut pas, on vient, on signe une charte. Ok, c'est bien. Je ne remets pas en cause la charte. Ouais. Mais ceux qui la font signer, est-ce qu'eux aussi ils sont prêts à se conformer? Parce que les joueurs viendront, ils vont signer une charte. Mais s'ils arrivent, ils trouvent 1000, 5000, 2000 personnes qui sont autour de l'équipe nationale. Tout le désordre qui est là, quand ils doivent arriver, ils doivent s'entraîner, ils s'entraînent sur une pelouse qui n'est pas bonne, l'intendance, les primes, problème de primes. Bon, c'est vrai qu'au Gabon, on ne connaît pas trop les problèmes de primes. Ça quand même, bon allez, je ne peux pas accabler. Il n'y a pas beaucoup de compétition. Il n'y a pas beaucoup de compétition. Non, mais il faut dire qu'une charte, c'est bien. Je loue, je salue cette initiative. Mais si derrière, il n'y a rien, la charte ne sert à rien, si ce n'est à faire des reportages et compagnie. Mais du coup, alors, ça va être quoi la solution? Parce que faut changer quoi? Faut changer la mentalité des dirigeants ou celle des joueurs? Parce que vu qu'on dit que ce sont les joueurs qui profitent du laxisme. Non, ils profitent du laxisme. Après, il y a également, c'est un tout pour moi, c'est un tout parce qu'on a pu voir le président de la fédération qui vient de nous faire sa communication sur sa charte. On est en 2019, donc même dans un collège de n'importe quel collège, on signe un règlement intérieur. Donc faire de la communication en disant on va leur faire signer une charte donc tout va bien se passer, c'est utopique. C'est utopique parce que si les joueurs veulent continuer à faire la même chose qu'ils faisaient avant, ils peuvent continuer à le faire. Mais dès lors que, pour moi, si on veut vraiment insuffler un renouveau dans nos sélections, c'est toutes ces personnes-là. Comme on a pu le faire à la CAF, on a fait partir Ayatou, ces personnes-là, il faut les faire partir également. Parce que si on peut est-ce pas... que ça va changer quelque chose? Franchement, alors, moi changera. Je vous prends deux exemples précis. CAN 2013, en Algérie, Red Bull Bouz, il a une altercation avec Ali Lodic à cause d'une chicha. Si un joueur qui est en compétition et ne respecte pas le règlement imposé et va se mettre à prendre une chicha à un moment donné, est-ce que c'est la faute de la fédération? Autre exemple, dernier randal qu'on a vu au Botswana, les 4 joueurs exclus pour ivresse. Quand à un moment donné, on va boire jusqu'à l'ivresse et revenir en rassemblement, est-ce que c'est la faute de la fédération? Est-ce qu'à un moment donné, si les joueurs ils ne se pensent pas dans un centre de vacances, ils ne se disent pas « Ah ben tiens, je vais en sélection, tranquille, c'est des vacances, je joue un petit match et puis après, j'en profite ». Non, mais Mansour, là, on parle de dérives, ce que moi j'appelle des dérives de certains joueurs. Si ces joueurs-là ont commis ces faits-là, c'est avéré, mais il faut les sanctionner. Si tu sanctionnes des joueurs qui sont arrivés en état d'ivresse au rassemblement de l'équipe nationale, ils ont été exclus. Voilà, ils sont exclus et c'est tout. Et ceux qui vont tenter de le faire auront les mêmes sanctions. Moi, je pense que c'est plus dans la sanction, dans la pédagogie. Je ne dis pas que nos équipes nationales doivent être de sorte de camps militaires. Non, c'est pas des camps militaires. Mais il faut que quand les joueurs arrivent en équipe nationale, ils comprennent qu'ils sont là pour défendre d'abord leur drapeau et que quand on est en équipe nationale, on défend son pays et que c'est un honneur, même si on joue dans le plus grand club du monde. Mais quand on est en équipe nationale, c'est quelque chose de très symbolique. C'est la patrie qu'on représente et on doit avoir cette exemplarité-là. Je suis d'accord avec vous dessus. Après, le problème, c'est que ce que font ces joueurs-là, notamment par exemple le gars de la chicha, tous les joueurs de foot ont leur chicha pendant leur mise au vert. Pendant leur mise au vert, dans leur chicha la plupart du temps. Donc ils reproduisent ce qu'ils font en club. Ça, sur ce truc-là, ce problème-là. Également sur les joueurs qui sortent la veille d'un match en boîte de nuit, ça s'est toujours passé également. Dans nos sélections, on sait que ça se passait. On les voyait dans les boîtes de nuit. C'était en Angola où le Sénégal s'était fait épingler. Et au final, dès lors que ça marche, tant que ça marche sur le terrain, ça pose pas de problème. Mais dès lors que ça marche pas sur le terrain, il est là le problème. Après, les joueurs ont forcément leur part de responsabilité parce qu'il y a des choses qui se permettent de faire qu'ils ne feront pas en club. C'est là où je voulais en venir. On est d'accord dessus. Mais il faut avoir un juste milieu. Après, le problème d'Ali Lodic, comme on peut le savoir, et que dans tous les clubs où il est passé, c'est qu'il a une discipline quand même digne d'un militaire.
C'est-à-dire que mais après, c'est le triste. souci de pouvoir instaurer une discipline, ça s'instaure également peut-être avec la pédagogie et avec du temps. D'arriver et de venir et taper directement sur les doigts, c'est d'abord je te mets un avertissement, ensuite Mais est-ce qu'on a le temps dans les sélections, notamment les sélections africaines? Je veux dire, le temps de rassemblement, ils sont très courts. Il y a ça aussi qui rentre en compte. Il faut déjà préparer les prochaines compétitions. Est-ce qu'on a le temps? On doit avoir ce temps-là. Parce que regarde, si tu remarques bien, Aliou Cissé, par exemple, on va parler qu'Aliou Cissé qui a apporté de la discipline dans l'équipe nationale du Sénégal, on se rappelle tous des pseudonymes et des surnoms qu'on a pu lui donner. Yaya Jammeh, quand il est arrivé. On l'appelait Yaya Jammeh parce qu'il a apporté de la discipline. Mais parlons d'Aliou Cissé, encore Belmadi. Quand on prend Belmadi qui a repris l'équipe d'Algérie après, il y a eu 2 ans, c'était n'importe quoi. Pourquoi? Et comme par hasard, ce sont les 2 sélections qui sont allées en finale de la CAN. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas une relation de cause à effet? Bien sûr, on est d'accord dessus. Mais pour pouvoir instaurer ces disciplines, il faut savoir se débarrasser des pommes pourries. Dans toutes les sélections, il y en a. Des personnes qui ne veulent pas qu'il y ait du changement. Et Aliou Cissé a su le faire, a su se débarrasser des personnes qui sont dès lors qu'il y a un rassemblement, sont sur stade à train de critiquer, à train de dire oui, je suis sélectionnable, alors qu'on sait tous qu'ils ne sont plus. Je ne vais pas citer des noms, mais on sait tous de qui on parle. Des personnes dont on leur a coupé la tête. Il y a eu des blessures également pour ces personnes-là, ça a profité également à Aliou Cissé. Mais c'est une cohérence. C'est une cohérence par rapport à une sélection d'avoir une discipline. Mais par la suite, il faut que ça suive également, parce que de la parole aux actes, des actes du coach et des actes des joueurs, il faut que également la fédération soit le socle, soit le pilier, et qui puisse surtout mettre ces personnes-là dans des bonnes conditions. Parce que dès lors qu'on a pu voir en Afrique que ces personnes-là, dès lors qu'elles sont plus dans des bonnes conditions, ça devient des syndicalistes. Et au final, ils passent leur temps à se plaindre de des problèmes qu'ils peuvent rencontrer en sélection. Et au final, ils perdent leur efficacité sur le terrain. Le cas d'Aubameyang, pour moi, ou à Adebayor, ou Samuel Eto'o, à la Djidjouf, les Didier Drogba, toutes ces personnes-là qui ont été importantes dans leur sélection, mais qui ont perdu plus de temps, au final, dans les bureaux, à train de se plaindre pour apporter du changement, et que ça n'est jamais venu. On est encore dans les mêmes problèmes qu'on a pu rencontrer dans les années 2000, 2002, 2004, 2006. C'est toujours les mêmes problèmes aujourd'hui qu'on rencontre en Afrique. C'est les présidents de fédération et les personnes qui gravitent autour de la fédération dont il faut se débarrasser. Également les ministres des Sports qui ne font pas le travail pour pouvoir avoir un réel impact sur les fédérations, parce qu'on sait bien de parler de... À chaque fois, on fait nos introspections en disant oui, les résultats ne sont pas bons en Afrique quand les Coupes du Monde ou autre chose, mais pourquoi? Parce que ces personnes-là qui sont... C'est pas seulement le terrain, le football. Le football, c'est bien, il y a le terrain, c'est sûr, marquer des buts, tout ça, mais il y a également les conditions. Dès lors qu'on ne peut pas s'entraîner dans des bonnes conditions dans nos pays, quand on va jouer à Saint-Leu, sérieusement, même si c'est un stade international, je pense qu'il faut respecter également les personnes qui jouent. Ces personnes-là, c'est leur travail. C'est comme nous, aujourd'hui, si on avait un plateau bancal, est-ce qu'on pourrait, s'il n'y avait pas les moyens que Stade Afrique a aujourd'hui... On a un bon réalisateur. Hein. On a un bon réalisateur. Je salue d'ailleurs la régie. Ce va saboter l'émission, attention. mais c'est clair, si on n'avait pas toutes ces conditions-là de travail, est-ce qu'on pourrait faire notre travail comme on le fait aujourd'hui? Et c'est là le plus important, c'est que le terrain, pour moi, c'est comme c'est la finalité. Les résultats, c'est la finalité de tout le travail qui a été mis. Raora avait très, très bien travaillé avec l'Algérie. Et également, l'Algérie a réussi à faire à bien faire le virage de l'après Raora. Ça a été difficile avec tous les sélectionneurs qui sont. Il y a eu 2 ans de galère quand même, quasiment. Mais plus de 2 ans de galère et combien de coachs. Mais là, le souci, à chaque fois, on avait un des joueurs qui ressortait en interview en disant oui, en critiquant l'entraîneur, en disant que uniquement la responsabilité de l'entraîneur. Il y avait déjà la responsabilité des personnes qui choisissaient ces entraîneurs-là, pour commencer, et les joueurs également qui ne se pliaient pas forcément aux règles et également aux consignes qu'on pouvait leur donner. Mais comment ça se fait que justement l'Algérie est passée en 2 ans, à peu près, ils ont eu 4-5 sélectionneurs, là Belmadi arrive et bim, changement. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a le respect, je pense. Il y a le respect déjà de l'entraîneur. On peut voir même avec les journalistes. Les journalistes africains, les journalistes algériens, on sait très bien que les journalistes algériens, c'est plutôt difficile avec la sélection nationale. Ça a été difficile pour Gourcuff, ça a été difficile pour Vaïd.
Et Belmadi, on a l'impression qu'ils le craignent. À chaque fois qu'il répond à l'interview, on a l'impression qu'il est en train de les agresser. Et eux, déjà, ils ont une plus grande sérénité pour travailler, parce que la sérénité, c'est important dans le football. Et pour ces sérénités, il faut déjà une personne qui impose. Parce que c'est bien d'avoir des coachs, les coachs qui sont recyclés partout, qui vont à droite, qui vont à gauche, du G6 là, du JRS là, c'est toujours la même chose au final. Et ces personnes-là ne sont pas respectées déjà pour commencer en termes dans la sélection, mais également dans tout ce qui entoure la sélection. Les présidents de fédération peut-être les prennent déjà par rapport à déjà du réseautage, mais aussi pour avoir de la tranquillité. Je ne pense pas qu'un Belmadi ou un Vaïd ou un Aliou Cissé ou même un Hervé Renard soit le même qu'une personne comme un Didier Six ou autre chose ou même qu'un Paul Plut qui montera à chaque fois au bureau du président de la fédération pour dire je suis pas content de ce qui se passe là, il faut des meilleures conditions. Parce que c'est à eux aussi de se battre pour avoir ces conditions-là. Ça veut dire quoi? Que c'est les sélectionneurs qui impulsent les dynamiques? Oui, évidemment. Alors comment ça se fait que dans certains cas on a vu des sélectionneurs essayer de faire des choses mais ça n'a pas bougé? Ou alors moi je pense qu'on ne va pas inventer la roue. La recette, il n'y a pas de recette miracle. On va utiliser les deux. On va utiliser celle d'Aliou Cissé, on va utiliser celle de Djamel Belmadi. On est dans ils sont dans leurs environs. Justement, on dit on va utiliser les recettes, mais ce sont des, entre guillemets, je pense, hein, après peut-être je me trompe, ce sont des mains de fer dans un gant de velours. C'est des gens très stricts, mais qui savent aussi manager leur équipe. Moi, j'estime que Aliou Cissé et Belmadi, c'est des gens, ils arrivent en équipe nationale. Le président de la fédération sauront l'affaire. Je suis Djamel Belmadi, je suis le commandant de cette équipe-là. Quand je dis ça, on va dans mon sens. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir interférer ou qui va se la ramener. C'est moi, Djamel Belmadi, c'est mon groupe. Celui qui doit tondre le gazon, il le fait. C'est moi qui donne les consignes. Et ça, dès que c'est respecté, tout va bien. Il n'y a pas de recette miracle. Aliou Cissé, c'est la même chose. Et aujourd'hui, ce sont des entraîneurs qui se sont construits une certaine réputation et une personnalité. Et tout de suite, quand la personnalité, le respect, mais ça parle pour vous. Et les choses fonctionnent, les résultats suivent. Après, c'est vrai que demain, ça peut mal finir, mais on va retenir que sous l'ère Belmadi, Aliou Cissé, on a vu des grandes équipes. On a vu les grandes équipes sur le terrain, on a vu les grandes équipes hors du terrain. Il y a eu une certaine discipline et que les autres sélections africaines devraient s'en inspirer. Mais est-ce que juste ça peut faire, ça peut faire que la mayonnaise prenne bien sûr, mais bien sûr, là, ça peut être que le cas. Quand déjà, pour commencer... Est-ce que c'est pas deux exemples atypiques, en gros? Non, pas forcément atypiques. Je pense aussi que c'est générationnel aussi. C'est que il y a déjà une prise de conscience déjà des sélections. Et d'ailleurs, quand on choisit le sélectionneur, de prendre un sélectionneur qui est capable de tenir le groupe. Que c'est bien de prendre. Il y a des sélectionneurs qui peuvent être bons, des bons sélectionneurs qui peuvent être des bons coachs. Mais forcément, en Afrique, il ne faut pas oublier que le contexte. Il faut connaître déjà le contexte africain pour pouvoir s'y implanter. C'est pas tu viens comme ça en disant oui, j'ai mon CV, j'ai fait ci, j'ai fait ça dans ma vie, et t'arrives. Par exemple, une personne comme Didier Deschamps ou José Mourinho, tu le ramènes en Afrique, mais... Il reste 2 jours. Hein. Il reste 2 jours, il va dire, mais où j'ai atterri, mais c'est quoi ces mecs? On a une question qu'on nous a posée sur les réseaux sociaux qui était pas mal parce que ça... En gros, ça rejoint un peu aussi ce qu'on dit et aussi un autre problème, c'est celui des binationaux, aussi des joueurs à qui on fait un petit peu trop la cour. C'est, n'est-ce pas, non plus aussi parce qu'on fait trop la cour à certains joueurs qui se croient au-dessus des règles. C'est-à-dire que quand... Totalement. Ils viennent chez nous par défaut. Bon, mais encore pire que par défaut, hein, je pense. Hein. C'est du recyclage. Ces personnes-là, forcément, il y en a certains... Peu de personnes font des choix très tôt, déjà pour commencer. Déjà, il faut imposer à ces personnes-là de faire des choix très tôt, comme par exemple l'Algérie qui a pu le faire. Ben Taleb, à 20 ans, il a choisi l'Algérie. Mais est-ce que c'est pas tôt aussi, des fois, maintenant quand on voit la pression qu'on met à tous les joueurs, à 16-17 ans, il faut choisir ta sélection? C'est un travail. C'est un travail qu'il faut instaurer, déjà pour commencer, et toujours avec pédagogie. Comme tu peux le dire, ça peut être tôt, quand on est jeune, c'est pas facile de faire un choix, mais il faut savoir le faire d'une manière implicite, on va dire. Pas dire oui, écoutez, c'est tout de suite ou jamais. Non, c'est pas de cette manière. Il faut déjà commencer à discuter avec l'entourage, discuter avec le joueur pour dire, écoutez, nous on est là. Après, peut-être que la personne fera sa formation avec l'équipe de France Espoir et les jeunes. On lui en veut pas. Il a le droit de le faire.
Maintenant, il faut quand même instaurer cette chose-là et que ce ne soit pas seulement un choix par défaut. Non, qu'il y ait un dialogue, une communication, d'accord, mais qu'il y ait vraiment une opération séduction autour d'un joueur. Est-ce que c'est pas trop? Il y a de la séduction, il y a de l'argent. On a pu voir Timo Bakayoko qui a, on va dire, quand il avait choisi la Côte d'Ivoire, et on lui avait promis des choses, on lui a donné de l'argent, on lui a donné des terrains. Mais c'est quoi? On vient pour la patrie, ces personnes-là sont déjà riches. Pourquoi on leur donne tout ça? Lemina qui vient au Gabon où le président fait directement, le président de la République signe directement son contrat avec Lemina, mais il est où le rôle? Déjà, pour commencer, comment ça se fait? C'est le président qui s'en occupe. La politique et le football, c'est deux choses totalement différentes pour commencer. Mais pourquoi on leur propose de l'argent? Pourquoi on leur propose des choses? Et c'est le cœur. En fait, surtout, même sans parler d'argent, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a une contrepartie? Moi, je pense qu'il y a une contrepartie pour prendre le cas du Gabon. Aujourd'hui, tu faisais bien de le dire en parlant de Didier Drogba, d'avoir des joueurs, un noyau de joueurs qui jouent au pays. Aujourd'hui, nos sélections africaines, je vais prendre le cas du Sénégal. La sélection du Sénégal, aujourd'hui, elle est constituée à 99% des joueurs professionnels. Qui jouent à l'étranger, en plus. Qui jouent à l'étranger. Donc, tu vois que sur le plan local, il n'y a pas de vivier. Le vivier qui est là, il est formé pour qu'ils aillent en Europe. Au Gabon, c'était la même chose. Dans les années 80, nos équipes nationales, 70, étaient constituées de joueurs qui évoluaient uniquement sur le continent africain. Mais aujourd'hui, la tendance, on veut avoir des professionnels. Et comme c'est un joyau qui n'est pas pris par X équipes, et aujourd'hui, on convoite ce joueur-là, on est obligé un peu, plus ou moins, voilà, de faire des passes droites. C'est justement ce joueur-là, un tel ou un tel, justement, l'équipe qu'il convoite à la base ne le prend pas. Est-ce qu'à un moment donné, de lui-même, il ne va pas venir parce qu'aussi, il veut goûter une carrière internationale, il veut disputer une compétition internationale. La CAN, on voit que c'est en train de monter en gamme, disputer peut-être une potentielle Coupe du Monde. Est-ce que, justement, à un moment donné aussi, on ne va pas dire aux gens, mais vous ne voulez pas venir, vous allez quand même venir à nous avec le temps? Non, mais moi, ce qui me gêne avec les binationaux, je ne suis pas contre. Hein. Ce sont des bons joueurs. Il y en a qui rendent des énormes services aux sélections africaines. Mais c'est la manière dont ces joueurs-là arrivent dans nos équipes nationales qui pose problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un joueur, je vais prendre le cas, je vais le citer, Mario Lemina, quand il est arrivé en équipe nationale du Gabon, il a reçu une Ferrari de la part d'Ali Bongo. Déjà, vous voyez qu'un joueur, et ça a frustré d'autres joueurs, mais il faut dire à ces joueurs-là, oui, tu as l'équipe de France, mais nous, c'est le Gabon, c'est ton pays. Lemina, il n'avait même pas, c'est ça le pire. Voilà. Nous, c'est ton pays d'origine, c'est le Gabon. Si tu veux venir chez nous, on est bien d'accord, mais il y a certaines règles. Il y a ça. Mais pas aller voir le joueur et draguer le joueur complètement, lui dire tout. Et quand il arrive, il se sent un peu comme un petit prince et il fait tout ce qu'il veut. Et là, c'est un peu biaisé. Alors, juste avant de finir, ce serait quoi la solution, les petites recettes qui feraient que ça marche? Qu'on change ces mentalités-là? Qu'on change ces mentalités, déjà, c'est déjà instaurer de la discipline dès le plus jeune âge. Dès lors des sélections les plus jeunes, apporter cette rigueur. Et surtout que les fédérations fassent leur travail. Que c'est pas normal que tu arrives et que l'hôtel soit pas payé, que t'aies pas d'hôtel, que t'aies pas d'équipement, des choses qui est totalement inédit. Que même dans un club de district, ça n'arrive pas. Même quand, par exemple, Nanterre joue en Coupe de France, ici devait faire un déplacement par exemple, au Mans qu'ils ont rencontré ce week-end, ils ont leurs équipements, ils ont leur hôtel qui est payé. Et comment ça se fait des pays qui ont de l'argent, parce qu'on a de l'argent, on reçoit des subventions de la CAF pour ces matchs-là, et comment ça se fait que ces choses-là ne sont pas faites? Donc pour moi, le travail le plus important, ça sera déjà qui est insufflé par les sélectionneurs et qu'on choisisse les bonnes personnes à ces postes-là, des personnes qui soient amènes de pouvoir apporter cette rigueur, parce que cette rigueur ne sera pas apportée uniquement en disant que les joueurs doivent prendre une prise de conscience. On a souvent tendance à parler des joueurs, mais c'est la finalité. Regardez au Cameroun. Comment on peut nous expliquer que dans une Coupe du Monde, il y a une bagarre sur le terrain entre deux joueurs? Alors qu'ils sont là vraiment pour ta fierté, tu es là pour ta fierté, pour la fierté du pays, et tu représentes le pays, tu as le badge du pays. C'est comme si tu avais deux militaires qui étaient en pleine guerre et qui retournent leurs armes, ils se tirent dessus en même temps. C'est une image dramatique que peut avoir l'Afrique. Et c'est une image pour l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas uniquement du Cameroun. Quand on a des problèmes de primes également avec le Ghana et tout, qu'on a pu connaître dans le passé, c'est toujours le même problème. Centrafrique également, ou même le Sénégal avec le match avec le Brésil, où il y avait des malentendus sur les primes. C'est des choses qui doivent être gommées pour qu'on puisse
être performant sur le terrain. Forcément, je ne dis pas qu'en réglant tous ces problèmes-là, qu'on passera les huitièmes, qu'on passera les quarts. Je ne le dis pas, ça c'est pas la chose qu'on dit. Mais en tout cas, mettre les joueurs dans les meilleures conditions et ensuite pour pouvoir attendre des résultats des joueurs et dire voilà, écoutez, on vous a mis dans les bonnes conditions, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que c'est bien de toujours donner des bilans, de juger. Nous, on juge, on a souvent entendu, on est sur le plateau, on juge les joueurs, on juge les choix de l'entraîneur. Mais qu'est-ce qui nous dit que peut-être 2 jours avant, ils n'avaient pas forcément les conditions pour pouvoir faire le nécessaire? En somme, quelque part, mettre toutes les conditions pour mettre les joueurs face à la responsabilité. En somme, c'est ça. Et moi, j'aimerais terminer, Alioune, il a tout dit. Moi, j'aimerais quand même souligner un fait ici. Je pense qu'on a un peu tendance, dans nos fédérations, à négliger un peu le football local. C'est-à-dire que tous les joueurs qui viennent en sélection sont estampillés professionnels. Je n'ai rien contre les binationaux, mais je dis, dans les années 80-90, on avait des joueurs qui étaient formés en Afrique, qui avaient une certaine éducation, qui étaient imprégnés des réalités du continent africain, qui connaissaient l'environnement dans lequel ils étaient. Et lorsqu'ils arrivaient en équipe nationale, ils avaient une certaine fierté. Ils savaient tout ce qu'ils avaient fait pour arriver à ce niveau-là. Je pense qu'il faut qu'on reprenne aujourd'hui véritablement la formation au niveau du continent africain, qu'on ait des équipes, qu'on ait des clubs où des gens peuvent aussi vivre du football, parce que ces mentalités, les problèmes de Amin Harit, les problèmes de tous les binationaux, mais ce sont des fois des garçons qui ont été formés dans d'autres terreaux, qui ont été formés dans d'autres environnements, et généralement quand ils arrivent en Afrique, il y a aussi un choc, et des fois ils sont incompris. Donc les binationaux, c'est bien, mais il faut aussi former des joueurs qui ont cet ADN-là, qui ont cette appartenance-là au continent, à un pays, et ça va éviter toutes ces dérives-là aussi. Ce sera le mot de la fin pour Terence. Messieurs, merci d'avoir participé à notre émission. J'espère en tout cas aussi que vous, le public, vous avez aimé, et surtout le public, les spectateurs, je me croirais dans un stade. Et on se donne rendez-vous lundi prochain, même lieu, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao, bonne soirée à tous.